Bonsoir et bienvenue dans l'édition spéciale en direct sur Al24 News. Les sanctions occidentales contre la Russie, quel véritable impact? C'est le thème qu'on va aborder ce soir. Vous le savez, depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, il y a plus de 4 mois, les pays occidentaux n'ont cessé d'imposer des paquets de sanctions, les unes plus dures que les autres contre Moscou. Principal objectif, mettre à genoux l'économie russe et contraindre in fine la Russie à renoncer à son opération en Ukraine. Cette arme économique n'a jusqu'à présent pas eu les effets escomptés. Elle s'est finalement avérée à double tranchant puisque les effets ont surtout été ressentis du côté occidental et pas que. On verra tout ça avec nos invités ce soir. Hélène Clément-Pithiot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, maître de conférence. Merci d'être avec nous. Et depuis Moscou, nous rejoint également Karine Bécher-Golovko. Bonsoir, madame. Bonsoir. Docteur en droit public, professeur invité à l'Université d'État de Moscou. Ereda Younes Bouassida, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Professeur des universités en économie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Accroître les pressions sur la Russie reste l'un des principaux objectifs des Occidentaux. Réunis depuis hier en Allemagne, les dirigeants des pays membres du G7 réfléchissent toujours à resserrer davantage l'étau autour de la Russie. Pour commencer, que dire de ce G7 actuellement? La cohésion existe-t-elle toujours au sein du groupe face à la Russie? Karine Golovko-Bécher. Oui, bonsoir. Effectivement, la réunion du G7 est en quelque sorte une occasion pour les États-Unis qui mènent ce combat contre la Russie puisque eux s'estiment être à la tête de ce monde global et ils ont besoin de réaffirmer les liens de soumission qui existent avec les autres pays membres de ce G7. C'est exactement le but de cette réunion, puisque d'emblée de jeu, la question qui a été posée a été celle du soutien inconditionnel et intemporel à l'Ukraine, c'est-à-dire que alors que nous sommes dans les pays européens et aux États-Unis aussi face à une augmentation des prix, face à une crise économique qui va déboucher sur une crise sociale, qui peut engager une crise politique, le plus important actuellement dont vont parler les pays du G7, c'est de savoir comment financer, soutenir, armer l'Ukraine contre la Russie. Nous voyons bien là que nous sommes dans une démarche qui est totalement politique, qui est totalement antinationale, qui va à l'encontre de l'intérêt des pays européens et des populations nationales de ces pays. Alors, au tout début de l'imposition de ces sanctions écrasantes, certains observateurs sont allés jusqu'à parler de l'effondrement de l'économie russe. Le constat fut troublant. La Russie a su se montrer résistante. Est-ce réellement le cas? Hélène Clément-Pithiot, quel est votre constat? L'économie russe est-elle véritablement résiliente? Oui, je pense que la Russie a montré sa résilience. D'abord parce qu'on s'attendait à un effondrement durable du rouble et on n'a pas assisté à ceci. Au contraire, on a eu le rouble qui est devenu la monnaie qui a enregistré la plus forte croissance sur 2022. Donc c'était contre toute attente. Mais cette erreur d'interprétation, elle est très profonde dans l'économie occidentale et dans les experts qui ont guidé les avis sur la Russie. En effet, ça fait longtemps que des erreurs sont colportées, des confusions sur le niveau de production économique de la Russie, sur ses capacités d'innovation et surtout sur la capacité du système financier russe avec ses liens eurasiatiques à s'adapter à un régime de sanctions. Souvenons-nous que ces sanctions, en fait, durent depuis 2014. Oui. Et la Russie a su prendre la mesure de ces sanctions et même anticiper en jouant un peu aux échecs un coup en avance. Donc ce qui a surpris les Occidentaux, c'est surtout la résilience du système financier parce qu'en fait tout de suite, quand la Russie a été déconnectée de l'espace SWIFT, de l'espace qui était considéré comme le seul espace mondial des transactions financières, en fait, elle a su tout de suite, ça s'est passé dans quasiment une semaine, tout a été activé et maintenant on a un système alternatif qui fonctionne,
qui relie une grande quantité de pays. Vous voyez, récemment, j'ai pu même avec une carte mire payer en Turquie, sans aucun souci. Donc ça a été une grande surprise parce que, en fait, les observateurs occidentaux, les économistes ne connaissent pas la Russie, n'ont jamais voulu prendre acte de la situation de l'économie russe. En fait, ils sont restés à l'époque des années 90. Alors, vous avez parlé de la Russie ou de l'économie russe qui a su donc s'adapter. Reda Younes Bouassida, comment la Russie a-t-elle fait pour s'adapter justement Madame Hélène Clément-Pittiot a parlé de la progression de la valeur du rouble. Est-ce réellement un signe de bonne santé? Ah, bien, oui, madame, bien sûr. Aujourd'hui, la valeur du rouble a pris, s'est vraiment valorisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, les sanctions occidentales n'ont pas réussi. D'ailleurs, je pense bien que le piège s'est refermé sur ces pays-là, notamment les États-Unis et l'Europe. Pourquoi? Parce que justement, on a imposé des sanctions économiques et financières sur la Russie et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que premièrement, les pays européens ou les pays du 27, ils sont dépendants des matières premières ou des matières fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont commencé à faire l'embargo. Enfin, pour le moment, l'embargo ne marche pas bien. Mais cet embargo, qu'est-ce qu'il a fait? La Russie, elle ne s'est pas trop cassé la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est détournée vers deux grands pays émergents qui sont la Chine et l'Inde. Et elle a commencé à leur vendre son pétrole. Et ces deux pays, la Chine et l'Inde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils achètent le pétrole brut de la Russie et après le raffinage, ils le vendent aux pays européens et même aux États-Unis. Oui. Et d'après ce que j'ai lu, il y a des bateaux européens et américains qui transportent actuellement le pétrole vers les pays concernés. Donc, pour le moment, l'embargo qui a été imposé à la Russie ne réussit pas vraiment. Et encore quelque chose de très important, la valeur du rouble s'est beaucoup appréciée. Pourquoi? Parce que justement, Vladimir Poutine a développé des contre-mesures. Parmi les contre-mesures, on a le coup de poker qu'il a mis sur la table, c'est que il fait payer les pays européens ou les pays du 27 de l'Europe, de l'Union européenne. En rouble. Leur fait payer le gaz en rouble. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est le cas? Alors, d'un côté, il est en train de protéger sa monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils vont ouvrir un compte chez Gastrobank en euros et un autre compte en rouble. Donc, quand ils vont payer leur gaz, donc en euros, ces euros, la Banque centrale russe, elle va choisir si elle va les prendre en euros ou en roubles. Donc, puisque la monnaie nationale, elle dépend des réserves de devises, donc il n'y a aucun souci. Et il y a un autre point qui est très important et qui est extraordinaire à mon avis, c'est que les Européens aujourd'hui, ils payent le gaz plus cher qu'avant. Pourquoi? Parce que le rouble s'est apprécié, donc là, sa valeur a augmenté. Oui. Et puisqu'ils payent le gaz en rouble, donc la Russie va engranger beaucoup d'argent de ces pays européens. Toujours sur ce point, Madame Clément-Pittiot, ces deux questions qui sont certainement liées. Le rouble donc qui gagne, qui progresse, et comment, à votre avis, la Russie fait-elle pour tenir, pour résister? Alors, vous savez, il y a un point important qui a été du domaine du symbolique, mais finalement très fort, parce que quand les pays du monde ont appris que les réserves russes dans les banques centrales occidentales avaient été gelées, alors là, on a assisté à une perte de confiance massive sur le système dollar qui existait depuis Bretton Woods et qui s'était affirmé depuis 1971. Donc on est vraiment à un tournant du système où de plus en plus de pays se posent la question, mais si je garde des réserves en dollars,
dans les banques américaines. On ne sait jamais, si je fais quelque chose qui ne plaît pas aux Américains, tout de suite, ces réserves sont saisies. Donc, ces pays décident progressivement de placer leurs réserves dans d'autres systèmes monétaires, donc en yuan, et ainsi, vous avez une perte d'influence de toute la sphère occidentale sur l'ensemble du monde. Et si bien on se rend compte que quand on parle en Occident de l'isolement de la Russie, on a une erreur totale de perspective, parce que la Russie est isolée, les pays qui isolent la Russie constituent en fait à peine 18% du monde. Les autres, ça fait quand même une grande partie. Donc vous voyez que l'Occident s'est piégé à son propre jeu, qui est presque un jeu d'erreur géographique en plus qu'économique. Voilà. Et en même temps, c'est le système financier qui est en train de se mettre en place dans l'ensemble du monde hors l'économie occidentale. C'est un système qui invente quelque chose de nouveau, qui va des monnaies qui vont être assises sur du réel, sur des ressources, du pétrole, du gaz, du blé. Et donc, on va avoir des paniers de monnaie et un système complètement nouveau, alternatif à l'hégémonie totale du dollar. Et il faut bien le dire, à l'hégémonie du dollar et de l'euro qui figure de substitut européen au dollar. Mais qui Madame Hélène Clément-Pittiot, la Russie a sans doute préparé cette stratégie avant même ce conflit ukrainien. Oui, bien sûr. La Russie a de bons économistes et ils ont travaillé. Vous avez par exemple Sergei Glaviev qui depuis très longtemps travaille sur la mise en place de ce système alternatif. Et à vrai dire, depuis 2014, l'alerte a été donnée. Tous les économistes ont réfléchi sur ça. Et là, on a assisté à la mise en place pragmatique de ce système qui marche. D'un point de vue opérationnel aussi, on a vu comment la Sberbank a mis en place des systèmes de relations clientèle qui ont évité toute panique au moment du décrochage de SWIFT. Moi, j'étais en Russie à ce moment-là, ça a été incroyable. Vous aviez les gens qui recevaient des messages sur leur portable et comme quoi leur épargne en euros ou en dollars, on leur proposait de les mettre en yuan à 8-9%. Oui. Et donc les gens étaient plutôt contents. Et en même temps, donc ça leur donnait confiance. Et en même temps, ils recevaient des cartes MIR sur le nouveau système de paiement facilement. Oui. Vous avez aussi des guichets de la Sberbank, par exemple, qui étaient des guichets à 20 à 30 personnes qui accueillaient les gens. Donc, il n'y a pas eu de panique. Ça a été admirablement géré d'un point de vue sur ce point, on va justement poser la question à Karine Bécher-Golovko. Est-ce que les Russes ressentent les effets de ces sanctions qui sont imposées à leur pays? Comment ces sanctions sont-elles perçues par l'opinion publique? Je pense que là, il faut... il y a un effet des sanctions. On ne va pas non plus se décaler trop de la réalité. La Russie a excellemment bien réagi. Elle a très professionnellement réagi. Et comme l'a dit Madame Clément-Pittiot, elle a été effectivement préparée. Elle s'est longtemps préparée en avance. Et elle était parfaitement prête à partir du moment où les sanctions sont tombées. Donc, il n'y a pas eu ce moment de panique. En revanche, effectivement, il y a des effets. Oui. Il y a des effets au niveau des prix. Les prix de certains produits ont très nettement augmenté. Il y a eu d'ailleurs aussi une forme de spéculation sur l'augmentation des prix parce que certaines augmentations n'étaient pas justifiées et il y a eu des mesures de contrôle qui ont été mises en place afin justement de stabiliser et de revenir à des prix normaux. Donc après une phase d'augmentation un petit peu chaotique, maintenant il y a une forme de stabilisation au niveau des prix. Il y a également eu une disparition de certains produits des chaînes des possibilités d'achat. Oui. Ce sont les marques, surtout en matière de vêtements, qui se sont retirées du marché. Mais dans l'ensemble, on va être réaliste, il n'y a aucun manque, les magasins ne sont pas vides, il n'y a pas de file d'attente, les gens vivent normalement. Alors, oui. Ça, c'est absolument fondamental puisque l'un des effets aussi attendus, en tout cas de ces sanctions, c'était de provoquer un mécontentement au niveau de la population pour que cette population se retourne contre le pouvoir, pour
que le pouvoir se retire et mette fin à cette opération militaire. Or, l'effet a été inverse, c'est que ça a provoqué un enthousiasme patriotique, un resserrement de la population autour du président et un soutien absolument massif face à ce qui se passe, surtout que lorsque les gens prennent conscience des massacres et des crimes de guerre qui sont commis par l'armée ukrainienne contre le peuple ukrainien, il y a aussi cette volonté d'aller aider les Ukrainiens, de mettre fin à cette barbarie qui est menée par l'Occident. Malheureusement, sur le sol ukrainien, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Oui. Donc, à part une minorité qui, de toute façon, cette minorité dite libérale, qui est en fait une minorité pro-globaliste en Russie et qui existe toujours, qui, elle, regrette le fait que la Russie se soit mis à dos, en quelque sorte, de ce qu'elle considère, elle, être comme le modèle idéal. Pour le reste, la population, au contraire, a un élan d'espoir parce qu'il y a comme un certain nombre de choses qui commençaient à déplaire à l'intérieur du pays. Oui. Et il y a justement une remise en cause de ces dérives globalistes qui ont eu lieu pendant plusieurs années en Russie. Et justement, il y a une forme de déglobalisation et de décolonisation qui est mise en place. Vous parliez du renforcement de la monnaie russe, de le renforcement du rouble. Il y a quand même une chose qui est absolument effarante, c'est que à chaque fois que la Russie vendait du gaz, elle finançait l'économie européenne, oui. Puisque une grande partie de l'argent qui était payé, en fait, restait en Europe, sur des comptes en Europe. Alors, justement, j'aimerais, il y a la question qui s'impose actuellement. Jusqu'où ou jusqu'à quand pourra tenir la Russie face à cette pression exercée par les Occidentaux? Reda Younes Bouassida. Moi, sincèrement, je crois que cette guerre, bon, elle va certainement, d'après les experts, elle va durer tant que la Russie n'est pas arrivée à ses fins. Mais les sanctions, on les voit tous. Les sanctions font plus mal aux Occidentaux qu'à la Russie. Je vous donne un exemple très simple. Pendant les 100 premiers jours du conflit, la Russie a engrangé près de 93 milliards de dollars des revenus en énergie fossile, pétrole, gaz et charbon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Russie, elle continue de vendre son pétrole et son gaz et son charbon, mais elle continue à le vendre même si l'embargo lui est imposé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une diversification de ses clients. Ça veut dire qu'elle est en train maintenant de vendre à la Chine. On a vu dernièrement, il y a eu plus de 55% d'achats de plus par rapport à l'année dernière. Il faut pas oublier aussi l'Inde, qui est le 3e consommateur de pétrole au monde, près de 14% de plus d'achats de pétrole de la Russie par rapport à l'année dernière. Et même le gaz concernant la Chine, il a augmenté par rapport à l'année dernière, il a augmenté de plus de 56%. Il était à 5%, maintenant je ne sais pas, plus de 56%. Ça veut dire les Européens, et même il ne faut pas oublier aussi les États-Unis, parce que les États-Unis achètent pour 8% d'énergie fossile à la Russie. Enfin, c'est un problème de logistique par rapport à l'Ouest, il est loin de l'Est. Par exemple, le Texas, il est loin de New York. Donc, au lieu de faire venir le pétrole, le gaz du Texas, on préfère le faire venir de la Russie parce que la logistique de transport, elle est moins chère. Donc, pour résumer, la Russie, elle est vraiment en train de gagner la bataille économique. Et je vais vous donner un autre exemple. Oui. Pendant le début du conflit, l'Europe perdait plus de 800 millions de dollars par jour quand elle achète du gaz en contrat spot. Contrat spot, ça veut dire on achète le gaz au comptant sur le prix du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation justement de la demande du gaz, parce qu'on était encore, l'hiver n'était pas encore fini. Et c'était la faute de qui? C'était la faute des Européens. Pourquoi?
parce qu'ils ils ont imposé à la Russie un embargo. Donc, il y a la flambée des prix qui concerne les énergies. Et qui achète ces énergies? C'est eux-mêmes. Donc, ils sont en train de payer les énergies plus chères qu'avant. Et ça explique en partie, d'après les experts encore une fois, ça explique en partie l'inflation qui est en train de dévorer les pays européens. Alors justement, inflation, on l'a dit, hein, les Occidentaux ont accusé le coup après avoir imposé ces sanctions. Tout ce qu'on a observé, inflation, hausse des prix des hydrocarbures, des matières premières, perturbations en approvisionnement en hydrocarbures. Madame Hélène Clément-Pittiot, sur ce point, ces sanctions sont-elles le fruit ou une conséquence directe du conflit armé ou bien un impact des sanctions? Disons que le marasme économique que l'on voit en Europe à l'heure actuelle a été révélé par les événements de ces derniers mois. Mais les germes existaient déjà depuis longtemps. Disons, pour faire court, depuis 2008, l'Europe n'a pas géré les conséquences de la crise des subprimes. Elle a caché la misère. On a injecté des milliers de milliards d'euros dans l'économie européenne, mais attention, uniquement sur le secteur de la finance. Et pour sauver les banques. On a sauvé artificiellement tout un pan de l'économie au détriment de l'économie réelle. Oui. Alors, aux États-Unis, ça s'est passé un peu comme ça, mais peut-être de façon moins dramatique parce que aux États-Unis, il y a une philosophie beaucoup plus pragmatique de ces questions. Mais justement, Madame Hélène Clément-Pittiot, il y a le président russe qui accuse les États-Unis d'utiliser l'arme des sanctions pour avancer leur pion dans les affaires. Qu'en pensez-vous? D'avancer, c'est-à-dire régler les problèmes des États-Unis sur le dos de l'Europe. C'est un petit peu ce qu'on voit. Oui. Parce que le perdant de toute cette histoire, ça va être l'Europe. L'inflation en Europe, je suis arrivée en France depuis 3 semaines. Ce qui me surprend, c'est à la fois l'état d'esprit des gens, total d'émissions, les chaînes logistiques. Alors ça, c'est extraordinaire. Je n'arrive pas à comprendre comment il y a une désorganisation aussi forte de toutes les chaînes logistiques pour des approvisionnements, même pour les gens qui construisent des maisons, alors on parle de l'huile, de la moutarde, mais c'est presque anecdotique. Oui. C'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des jeux spéculatifs qui se greffent dessus, et en même temps, on ne comprend pas comment il n'y a pas une adaptation des professionnels de la logistique à trouver des productions ailleurs. Vous voyez encore, je viens d'apprendre qu'on a certains types de bois, en particulier le bois du balsa, on ne trouve plus, c'est zéro, il n'y en a plus, on ne fait plus venir ni nulle part. Donc il y a un problème d'adaptation. Et ce problème d'adaptation, il révèle en fait quelque chose de plus profond dans les dysfonctionnements de l'économie européenne, et en particulier de toutes ces techniques de flux tendu, qui en fait assurent des réponses à court terme, mais le long terme est complètement négligé. Et quand on fait face à des chocs de nature, des chocs énergétiques, comme ceux qui a pu être le cas en 1973 ou même en ce moment, il faut avoir des capacités de réaction, de résilience à long terme. Et l'économie européenne n'en est plus capable, n'a plus de ressort pour ça, et est vouée à un effondrement de toutes ces petites entreprises. Tout ça, il y a des faillites en chaîne. Enfin, je dois dire que je trouve ça assez catastrophique. On peut parler d'effet boomerang des sanctions occidentales contre la Russie. Reda Younes Bouassida, des voix s'élèvent justement en Europe pour demander la levée de ces sanctions, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne. Vous le confirmez? C'est vrai. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est qu'il y a l'inflation, comme je le disais tout à l'heure, l'inflation est liée à 50% de l'augmentation des coûts de l'énergie. Il ne faut pas oublier aussi les coûts, l'augmentation du prix du blé, des céréales et autres dérivés. Donc, moi, sincèrement, qu'est-ce que je pense? Je pense que les Européens et même les Américains d'ailleurs,
par rapport à ce conflit et ce qu'il est en train de faire, c'est des incompétents. Pourquoi? Parce qu'il impose des sanctions économiques à la Russie et qui reçoit ces sanctions ou qui souffre de ces sanctions, c'est leur peuple. Pourquoi? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inflation en Europe, 8,6%, et 8,1%, et même aux États-Unis, 8,6%. Donc, je pense que ça va pas s'arrêter pour une simple raison que aujourd'hui, il n'y a plus assez de pétrole et de gaz dans le monde. Pourquoi? Parce que dans les 10 dernières années, les pays exportateurs d'énergie fossile n'ont pas investi justement pour extraire du gaz et du pétrole et le vendre. Donc, même si l'Amérique elle est en train de souffler à l'oreille de l'Arabie saoudite pour justement influencer les pays membres de l'OPEP+, pour qu'ils augmentent la production, on ne peut pas arriver à ça. Pourquoi? Parce que justement, ces pays-là ne peuvent pas augmenter leur production de pétrole et de gaz. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, la Russie va continuer à vendre tranquillement son gaz, son pétrole, son charbon à d'autres pays, notamment la Chine et l'Inde. Il ne faut pas l'oublier, c'est le deuxième et le troisième exportateur d'énergie fossile dans le monde. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la guerre risque de durer encore et les sanctions économiques, même si la Russie, l'économie russe navigue en ce moment en eau trouble, mais elle tient encore. Mais je pense que maintenant, c'est l'économie européenne et même l'économie américaine qui va souffrir et va souffrir encore davantage à cause justement des sanctions qui sont imposées à la Russie. Hélène Clément-Pittiot, sur ce point justement, quelles sont vos prévisions face à cette situation, face à ce contexte inflationniste? Moi, je crois à une future crise financière parce que, vous voyez, l'euro ne devrait pas pouvoir tenir quand vous avez des écarts de primes de risque entre pays et on s'attend à tout moment à un décrochement de l'Italie ou peut-être même de la France, surtout si des problèmes un peu sociaux arrivent. Donc il y a quand même une perte de confiance dans tout ce marché occidental qui n'a pas résolu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes de la crise des subprimes. Oui, on a arrosé des secteurs pour cacher la misère, mais on n'a pas cherché à recadrer, restructurer, refaire une économie qui sert au réel et non pas à la spéculation. Donc là, on est un peu à une heure de vérité. Mais donc les prochains mois sont assez sombres en Europe et je pense que la population le comprend très bien, d'où le marasme quand vous discutez avec les gens et les incertitudes inquiétantes qu'ils transmettent. Alors, quand on voit toutes ces données pessimistes, pour ce qui est de l'économie, on va dire européenne, et face à cela, la Russie résiste. Que peut-on dire, Madame Karine Béché-Golovko? Il me semble effectivement que les Occidentaux ont commis une erreur stratégique fondamentale, en tout cas de leur point de vue, quand ils ont lancé l'arme des sanctions de manière aussi massive dans ce jeu de combat contre la Russie. Parce que comme nous le voyons, le temps joue pour la Russie et le temps joue contre l'Union européenne, les pays européens et les États-Unis, puisque ça se retourne contre l'économie des pays occidentaux, alors que la Russie, elle, sort des mécanismes petit à petit de globalisation, donc s'autonomise, donc récupère sa souveraineté et remet en place d'autres circuits, d'autres liens. Et ce qui est extrêmement important du point de vue géopolitique, parce que de cette manière-là,
en s'autonomisant et en créant d'autres circuits, elle se crée d'autres alliés. Donc, elle est en train de mettre complètement à plat la globalisation qui était fondamentalement économique comme base pour appuyer le politique. Et là, on voit qu'une nouvelle force réellement politique est en train d'émerger, et ce qui est extrêmement important, puisque à partir de ce moment-là, on peut dire que le système de globalisation est en échec. On se dirige clairement vers un autre ordre mondial et on l'a dit à plusieurs reprises. Merci à vous d'avoir donc contribué à nous éclairer durant cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News. Très bonne soirée.